Au dîner de famille, mon père a dit être fier de tous ses enfants sauf du perdant à table. Je me suis levé, j'ai posé une enveloppe en disant « Pour toi, papa ». Joyeuse fête des pères, et je suis parti. Il a hurlé en ouvrant les résultats ADN. Mon père m'a dit que j'étais une déception devant tout le monde, puis a porté un toast à mon frère comme si je n'avais jamais existé. Et le pire, c'est que je n'ai même pas sourcillé. J'avais tellement de fois répété cette douleur dans ma tête. C'en était presque devenu poli. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est fissuré en moi. Pas de la colère, de la clarté. On ne peut être invisible que jusqu'à un certain point avant de commencer à se demander si on n'a jamais été réel. Je m'appelle Léo Dubois. J'ai 33 ans, je suis stratégiste financier à Paris. Et pour des raisons que je ne peux toujours pas tout à fait expliquer, je me suis retrouvé de retour dans la maison de mes parents près de Lyon. Non pas parce que ça me manquait, non pas parce que je voulais être là, mais à cause d'une enveloppe qui alourdissait la poche de mon manteau depuis 3 mois. C'était l'anniversaire de mon père. Vincent Dubois, fondateur du groupe Dubois, un homme dont l'héritage se mesurait non pas en affection, mais en actifs. Ces fêtes d'anniversaire étaient moins des célébrations que des spectacles. Des événements guindés et froids, remplis de costumes sur mesure et de sourires forcés. Le genre de soirée où chacun jouait son rôle à une table assez longue pour asseoir le pouvoir, mais jamais la chaleur. Je n'étais pas là pour le gâteau ou le tintement du cristal. Je n'étais pas là pour jouer au fils prodigue. J'étais là parce que quelque chose en moi avait besoin d'une réponse. Et cette réponse était peut-être scellée à l'intérieur de l'enveloppe, me cisaillant les côtes alors que j'étais assis au bout de la table. Un fantôme dans ma propre lignée. Tout le monde avait une place dans ce portrait de famille. Tout le monde sauf moi. Grégoire, l'aîné, aux larges épaules, raffiné, d'une compétence inébranlable, le genre d'homme qui prenait des décisions avec la même facilité qu'il serrait des mains. Il dirigeait la branche de Bordeaux de l'empire immobilier familial et était fréquemment désigné par mon père comme l'avenir du nom Dubois. Maëlle, la plus jeune, aux yeux vifs, sociable sans effort, la pacificatrice. Elle avait une façon de faire en sorte que tout le monde se sente vu, entendu, apprécié. Même mon père l'admirait, ce qui en disait long. Et puis il y avait moi, le cadet, celui qui avait des diplômes de la Sorbonne et une carrière à gérer des actifs plus importants que l'ensemble du portefeuille familial. Et pourtant, j'étais toujours juste Léo. Celui que personne ne présentait. Celui dont le nom flottait dans l'air sans jamais se poser. Pour mon père, j'étais le citadin qui avait choisi le piano plutôt que le rugby, la finance plutôt que la famille, et l'indépendance plutôt que l'héritage. Un inadapté drapé dans de la laine chère. Toléré au mieux, invisible au pire. Le dîner était à moitié terminé lorsque mon père s'est levé, un verre de vin à la main. Sa voix était claire, confiante, autoritaire. « Je suis fier de mes enfants », a-t-il dit. Chacun d'eux perpétue l'héritage de cette famille. Il s'est d'abord tourné vers Grégoire, la fierté vibrant presque sur sa poitrine. Puis vers Maëlle, les yeux adoucis. Des mots d'affirmation coulaient sans effort comme de l'huile sur du verre. Et puis son regard s'est tourné vers moi. Il a fait une pause, a souri faiblement et a bu. Pas de mots, pas de nom, juste un changement de sujet comme si j'étais une pensée secondaire qu'il valait mieux ne pas exprimer. Ce silence était plus fort que tout ce que j'avais jamais entendu. J'ai serré mon verre de vin si fort qu'il a grincé dans ma main. L'enveloppe dans la poche de mon manteau appuyait contre mes côtes comme une épine. Ce n'était pas seulement du papier à l'intérieur. C'était l'aboutissement de toutes les questions sans réponse que je m'étais jamais posées. Un test ADN que j'avais fait il y a des mois après un étrange appel téléphonique d'un inconnu qui en savait trop et donnait trop peu d'explications. Je ne l'avais pas encore ouverte. Peut-être parce qu'une partie de moi craignait la réponse. Peut-être parce qu'une autre partie savait déjà. Je me suis levé lentement. Personne n'a remarqué. Personne n'a appelé mon nom. Pas même Maëlle. Derrière moi, le tintement des verres et les rires polis continuaient comme une musique de fond. Et les yeux de mon père n'ont même pas jeté un regard vers la chaise vide que j'avais laissée derrière moi. Je ne me souviens pas exactement quand j'ai réalisé que je n'étais pas aimé. Pas seulement mal aimé, mais indésirable, inutile. C'était peut-être le dimanche où Grégoire a pu aller avec papa au match de rugby, et on m'a laissé avec Madame Martin, la femme de ménage. Ou peut-être que c'était quand j'ai commencé à jouer du piano et que mon père a dit « Les vrais hommes ne s'assoient pas derrière des claviers à moins qu'ils ne codent ou ne fassent du trading ». Il ne m'a jamais frappé. Il n'a jamais crié.
Mais tout dans son silence criait, « Tu n'es pas ce que j'ai commandé ». Je me souviens de la seule fois où il est venu à l'un de mes événements marquants, ma remise de diplôme du lycée. Je portais la toge et la toque de location, je serrais la main d'un proviseur, souriant comme si ça avait de l'importance. Après, il m'a pris à part et m'a dit, « Enlève ça. C'est juste une école privée. Ne te pavane pas comme si c'était quelque chose dont il fallait se vanter. » Je l'ai enlevé tranquillement, mais quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là, et ça n'a jamais guéri, n'est-ce pas? Un après-midi, peu après avoir commencé l'université, j'ai surpris une conversation entre ma mère et ma tante. Elle ne savait pas que j'étais là. Ce n'est pas la faute de Léo, a chuchoté ma mère. C'est le passé. Mon estomac s'est noué. Plus tard, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a souri, a posé une main douce sur la mienne et a dit, « Tu penses trop. » Nous nous remémorions juste des souvenirs. Mais son sourire n'a jamais atteint ses yeux, et sa main, bien que chaude, n'a jamais serré la mienne fort. Depuis lors, les questions n'ont jamais cessé. Étais-je une erreur? Étais-je l'écho de quelque chose que personne ne voulait se souvenir? Ma mère, Angèle, a toujours été douce. Elle n'a jamais élevé la voix. Elle faisait du pain aux bananes quand je pleurais et pressait sa paume contre mon dos quand je rentrais tard. Mais elle ne m'a jamais défendu. Pas une seule fois. Pas quand mon père me rejetait. Pas quand il m'excluait. C'était le genre de mère qui poserait sa main sur votre épaule juste avant que vous ne tombiez, mais ne vous tirerait jamais en arrière. Avec le temps, j'ai cessé de m'attendre à ce que la chute soit rattrapée. Et pourtant, elle était la seule personne que je visitais encore quand je rentrais à la maison parce que même un fantôme d'où vaut mieux que personne du tout. Alors, non, mon père n'a pas eu besoin de dire « je ne t'aime pas », il n'a jamais eu à le faire parce qu'il ne m'a jamais donné une seule raison de croire le contraire. Et cette enveloppe, elle est toujours dans la poche de mon manteau. Un témoin silencieux, une sentence possible. Je ne l'ai pas ouverte, mais je sais, je le sens dans mes os, que le moment approche. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où j'ai cru que je pourrais enfin être vu, peut-être même accepté. Je venais d'être promu analyste financier principal dans un grand cabinet de la défense. 7 ans à trimer, à faire mes preuves auprès de gens qui n'avaient jamais connu mon nom et qui se fichaient de mon pédigré, ne s'intéressant qu'aux résultats. Et j'ai obtenu des résultats. Et quand je l'ai fait, j'ai acheté une voiture. Pas n'importe quelle voiture. Un SUV noir. Le modèle et la marque exacte que mon père avait un jour qualifié de voiture d'un vrai homme. Je l'ai fait livrer à la maison à Lyon. J'ai inclus une petite carte, une seule ligne. J'espère que cela te rend fier. Une semaine s'est écoulée. Rien. Pas de message, pas d'appel, pas même un signe de tête par l'intermédiaire de Maël. Le silence. Puis ma mère m'a envoyé un texto. Ton père a mis la voiture dans le garage. Il a dit, eh bien, elle est assez belle. C'était tout. J'ai ravalé ma salive, me disant que le silence valait mieux que le rejet. Au moins, il ne l'avait pas renvoyé. Au moins, il l'avait gardé. Cela comptait pour quelque chose, n'est-ce pas? Mais l'illusion n'a pas duré longtemps. Quelques week-ends plus tard, je suis rentré à l'improviste. J'ai traversé le jardin et j'ai entendu mon père rire avec quelques-uns de ses vieux copains d'affaires, un verre de scotch à la main, la posture détendue, comme s'il appréciait vraiment d'être en vie. Quelqu'un a montré le SUV garé devant le garage. Mon père a gloussé. Oh, ça, un cadeau d'un de nos partenaires. J'imagine qu'ils essaient d'adoucir la prochaine série de négociations. Il n'a pas sourcillé. N'a pas hésité. Il portait le mensonge comme une cravate préférée. Pas même une mention passagère que cela venait de son fils. Je ne suis pas intervenu. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté derrière là et comme un étranger écoutant aux portes d'une vie où je n'étais pas le bienvenu. Plus tard dans la nuit, Maël a essayé de le défendre. Il n'est pas doué pour exprimer les choses, a-t-elle dit. Mais je jure qu'il a aimé. Il ne sait juste pas comment le montrer. Mais ce n'était pas vrai. Je l'avais vu exprimer de la fierté, de l'amour, de la joie, tout ça, mais jamais pour moi. Et je commençais à comprendre pourquoi. Tout a commencé par une curiosité, rien de plus. Une tendance dans notre secteur. Les kits d'ascendance, les tests ADN, les analyses du patrimoine génétique. J'en ai envoyé un, pensant que j'apprendrais quelque chose sur l'origine de ma lignée.
Quand les résultats sont arrivés des semaines plus tard, j'ai vu une phrase qui a tout changé. Aucune correspondance paternelle directe trouvée avec le père déclaré. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé l'écran alors que les murs de ma vie se réorganisaient tranquillement. Je n'en ai parlé à personne, mais la graine du doute avait germé et elle continuait de croître, s'enroulant autour de chaque souvenir que je pensais avoir compris. Alors, un après-midi, je suis rentré à la maison, je me suis glissé dans la salle de bain à l'étage, j'ai trouvé la brosse de mon père, j'ai pris quelques cheveux, je les ai enveloppés dans une serviette en papier et je suis parti. Je les ai envoyés à un laboratoire privé à Paris. 3 jours avant son anniversaire, l'enveloppe est arrivée. Épaisse, lourde. Je ne l'ai pas ouverte. Elle est sur mon bureau maintenant, à côté d'un stylo que je n'ai pas touché et d'une photo de ma remise de diplôme universitaire à laquelle il n'a jamais assisté. Cette voiture, ce geste de gratitude, ce silencieux « tu me vois maintenant » était devenu juste un autre accessoire dans son histoire. Un mensonge commode pour sauver les apparences. Et pour la première fois, je ne me sentais pas seulement blessé. Je me sentais utilisé, pas rejeté, réutilisé. J'ai quitté la fête comme quelqu'un qui sort d'un immeuble en feu. Pas d'urgence, pas de panique, juste cette sortie silencieuse et engourdie quand on accepte enfin que rien à l'intérieur ne vaut la peine d'être sauvé. La chambre d'hôtel était faiblement éclairée, propre, impersonnelle. L'enveloppe gisait sur le bureau comme si elle avait attendu. Je me suis assis en face d'elle, l'air épais de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. S'il n'est pas mon père, ai-je chuchoté à personne. Alors qui suis-je dans cette famille? Les souvenirs ne frappent pas tous en même temps. Ils s'infiltrent comme de l'eau sous une porte. La fois où il a appelé Grégoire celui qui portera le nom et m'a dit que je devrais apprendre à cuisiner pour ne pas mourir de faim. Le jour où j'ai ramené à la maison un prix d'économie au niveau national et il a dit, les données ne disent pas la vérité. Elles ne font que refléter le bruit. Je pensais qu'il était juste dur. Maintenant, je savais mieux. Je n'avais pas grandi. J'avais prouvé. Chaque certificat, chaque promotion, chaque succès soigneusement mesuré, ce n'était pas pour moi. C'était pour lui, ou plutôt pour la version de moi que je pensais qui pourrait enfin mériter son approbation. Ce n'était pas de la croissance, c'était une pénitence. Cette nuit-là, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais juste entendre quelqu'un respirer à l'autre bout du fil. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Sa voix était fatiguée, douce. « Maman » ai-je demandé. « As-tu jamais eu, ne serait-ce qu'une seule fois, l'impression que je n'appartenais pas à cette maison ?» Silence, une longue pause. Puis finalement, elle a dit, « Léo, il y a des choses que je ne peux pas dire à voix haute dans cette maison, mais tu n'as jamais été une erreur. » Elle n'a pas élaboré. Elle n'en avait pas besoin. Je suis resté assis dans le noir, le téléphone contre ma joue, et j'ai senti mon pouls résonner dans ma gorge. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison en voiture. Maman m'avait demandé de récupérer de vieux papiers dans le bureau. Le SUV était garé dans l'allée, propre, poli, immaculé. Un voisin âgé qui promenait son chien est passé et m'a fait un signe de tête amical. La nouvelle voiture de Vincent, hein? J'ai entendu dire qu'un partenaire commercial la lui avait donnée. Les gens chics comme lui, ils ont tous les avantages. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri faiblement. Ma langue pressée contre mon palais, retenant tout ce qui voulait sortir. Plus tard, j'ai trouvé Maëlle dans la cuisine. Elle épluchait des pommes comme elle le faisait toujours quand elle évitait quelque chose. J'ai entendu ce qu'il a dit, lui ai-je dit. Elle a tressailli. Il ne voulait rien dire par là, a-t-elle murmuré. C'est juste plus facile pour lui de l'expliquer de cette façon. Tu sais comment est papa? Non, ai-je dit, je ne sais vraiment pas. Parce que ce n'était plus une question de retenue émotionnelle. C'était un effacement délibéré et calculé. En passant devant son bureau, j'ai entendu sa voix à travers la porte légèrement ouverte. Léo, a-t-il dit au téléphone. Il ne comprend pas ce qu'est la vraie valeur. Ce garçon vit pour se prouver, pas pour construire quoi que ce soit de durable. C'était le genre de phrase qui semble presque anodine quand on l'entend, mais qui vous tranche la peau. Il n'a pas dit mon fils. Il a dit ce garçon. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'ai quitté la maison sans rien dans les mains. Rien, sauf une vérité que je n'avais pas été prêt à admettre.
peut-être que je n'avais pas besoin d'ouvrir l'enveloppe. Parce que parfois, quand quelqu'un a déjà décidé que vous n'êtes pas de la famille, le sang que vous partagez ou non n'a plus d'importance. Je me suis assis près de la fenêtre de l'hôtel, seul. L'enveloppe dans ma main maintenant usée au coin. 3 jours. C'est le temps qui s'était écoulé depuis son arrivée. Je l'avais tenue chaque nuit, l'avais retournée, avait mémorisé son poids. Je ne l'avais pas ouverte, non pas parce que j'avais peur de ce qu'elle pourrait dire, mais parce que d'une manière ou d'une autre, je le savais déjà. Ce n'était plus une preuve. C'était une libération. Et pourtant, je continuais d'hésiter, comme si une partie de moi avait encore besoin que quelqu'un d'autre le dise en premier. Ce qui me hantait, ce n'était pas le résultat du test lui-même. C'était la possibilité que Vincent Dubois, mon père, légalement, ait pu savoir depuis le début. Si c'était le cas, alors tout prenait un sens cruel, la froideur, les rejets, le silence stratégique, la façon dont il me regardait de travers comme si j'étais une ombre qui ne cessait de se mettre en travers de sa lumière. J'ai repensé à toutes les fois où il aurait pu dire quelque chose, n'importe quoi qui ressemblait à de l'affection. Il ne l'a jamais fait, pas une seule fois. Et s'il avait su depuis le début que je n'étais pas le sien, alors rien de tout cela n'avait été accidentel. Ce n'avait pas été de l'indifférence. C'était un choix. Et j'étais la victime de ce choix. J'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai appelé Grégoire. Nous nous sommes rencontrés à son bureau. Mur de verre, fauteuil en cuir, l'odeur de l'eau de Cologne chère et du succès. Il s'est assis en face de moi, les mains jointes, attendant. J'ai tourné autour du pot jusqu'à ce que je demande enfin, as-tu jamais remarqué quelque chose de bizarre dans la façon dont papa me traitait? Grégoire n'a pas scié. Tu ne rentres pas dans son moule, Léo. C'est tout. Tu as choisi une vie différente. Ce n'est pas personnel. C'est pratique. Son ton était sec, professionnel, comme s'il analysait un portefeuille d'actions, pas les cicatrices émotionnelles de son propre frère. Je me suis levé pour partir. Mais alors que j'atteignais la porte, il a ajouté sans se retourner. Si tu penses faire quelque chose d'imprudent à la fête ce week-end, souviens-toi juste que tout le monde n'est pas prêt pour la vérité. Cela m'a glacé sur place. Ce n'était pas un conseil. C'était un avertissement. Cette nuit-là, de retour à l'hôtel, je suis resté assis avec cette pensée. La vérité. Qu'est-ce que ça changerait? Qui cela blesserait-il? Et pourquoi une partie de moi voulait-elle encore le crier sur les toits? Puis on a frappé à la porte. C'était Maëlle. Elle avait l'air pâle, nerveuse. Elle tenait quelque chose dans sa main. Une petite enveloppe jaunie par le temps. Je n'étais pas censé trouver ça, a-t-elle dit. Mais je l'ai fait. Il y a quelques années, quand j'ai aidé maman à nettoyer le grenier, elle me l'a tendu sans un autre mot. C'était une lettre datée d'il y a 33 ans d'un homme nommé Robert Fournier. L'écriture était soignée, émotive. Je l'ai dépliée lentement. Si tu es enceinte, j'assumerai mes responsabilités. Même si nous ne pouvons pas être ensemble, je veux que tu saches que je ferai ce que je peux. Ne laisse pas le garçon grandir en pensant qu'il n'a pas sa place. Département d'ingénierie de l'Université de Normandie. La chronologie correspondait exactement au mois précédant ma naissance. J'ai regardé le papier comme s'il pouvait soudainement se réécrire. Ce ne fut pas le cas. Il est resté là, brut et indéniable. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste senti immobile. Pas brisé. Pas même trahi. Juste confirmé. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre, mais la ville n'avait plus le même aspect. Les lumières étaient plus froides, les rues plus lointaines. J'avais toujours pensé que j'étais l'échec de la famille, la déception. Mais je n'ai jamais été un échec. J'étais une suppression. Une erreur que quelqu'un avait essayé d'effacer sans faire de bruit. Vincent ne m'a pas seulement toléré. Il m'a éliminé centimètre par centimètre de chaque souvenir de famille qu'il pouvait contrôler. Non pas en disant que je n'avais pas ma place, mais en ne disant jamais que je l'avais. Et maintenant je savais. Je n'avais plus besoin de résultats d'ADN pour me le dire. J'avais la lettre. J'avais les années de silence. Et j'avais un père, mais pas celui avec qui j'avais grandi. Mais surtout, j'avais la vérité. Et parfois, c'est plus lourd que n'importe quel mensonge. 2 jours avant la grande fête, j'étais assis dans un coin tranquille d'un petit café de Lyon.
Le genre d'endroit où le temps semble plus lent et où les souvenirs vous trouvent, que vous le vouliez ou non. Mon café avait refroidi. Je ne le buvais pas, je le tenais juste comme un accessoire dans une scène que j'avais jouée trop de fois. Je n'arrêtais pas de repenser à une réunion de famille il y a 10 ans. Nous étions tous réunis dans la grande salle à manger du domaine des Dubois. L'air était chargé de fierté et d'attente. C'est ce jour-là que Vincent Dubois, mon père, s'est levé devant tout le monde et a fait sa déclaration. Quand j'aurai 65 ans, l'ensemble de la société Dubois sera transféré à Grégoire. Les applaudissements ont éclaté. Maël a souri poliment. Grégoire avait l'air humble mais triomphant. Et moi? J'étais au sommet de ma carrière à l'époque, fraîchement cité dans le Wall Street Journal pour un article sur les stratégies financières émergentes. Et pourtant, je n'ai pas été mentionné, même pas en passant, comme si je n'existais pas. Ce souvenir me paraissait plus vif que jamais. Plus tard dans la journée, je suis allé voir Maître Bernard, l'avocat de longue date de notre famille, un homme stoïque avec des décennies derrière lui. Il avait traité chaque contrat, chaque fiducie, chaque secret. Je l'ai interrogé directement sur le testament, sur ma place dans celui-ci. Il n'a pas répondu. Pas vraiment. Au lieu de cela, alors que je me levais pour partir, il a simplement dit, certaines choses ne sont pas écrites pour être justes, mais pour préserver l'ordre. Ces mots me sont restés. L'ordre. C'est ce que le nom Dubois avait toujours représenté. Le statut, l'image, l'héritage. Et je n'avais jamais correspondu à cette idée bien repassée de l'ordre. Ce soir-là, Maël a appelé. Elle m'a demandé de la retrouver devant la maison. Son visage était pâle, ses yeux fatigués. Elle a pris une longue inspiration avant de dire ce qu'elle avait gardé pour elle depuis trop longtemps. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quand maman est tombée enceinte de toi, papa lui a dit d'avorter. Je n'ai pas dit un mot. Elle a refusé. Il ne l'a jamais frappée, n'a jamais crié. Mais à partir de ce jour, le silence a commencé. Et il n'a jamais cessé. J'ai eu l'impression que l'air autour de moi s'était effondré. Chaque regard froid, chaque rejet passif, chaque moment où j'ai pensé que je n'étais pas assez. Il ne s'était jamais agi de mes notes, de ma carrière ou de mon attitude. Il s'agissait de mon existence. J'avais le droit de vivre, mais pas le droit d'appartenir. Chaque fois qu'il me regardait, il ne voyait pas son fils. Il voyait une déviation, une menace pour le récit qu'il avait construit. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et il était là, un email d'une adresse inconnue. Robert Fournier. L'objet était simple. Si vous voulez vous rencontrer. Le corps du message était encore plus simple. Léo, je ne veux pas m'immiscer dans votre vie. Si jamais vous souhaitez parler, je suis prêt à venir à Paris la semaine prochaine, mais je comprends si vous ne le souhaitez pas. Je voulais juste vous offrir le choix. Pas de grande déclaration, pas de tentative de rédemption émotionnelle, juste du respect, un ton que je n'avais jamais reçu de l'homme qui m'avait élevé. Et ça, c'est ce qui m'a le plus brisé. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal. Qu'un étranger puisse m'écrire avec plus de gentillesse que mon propre père n'avait réussi en 33 ans. Ou que tout ce pourquoi je m'étais si âprement battu, le nom, l'héritage, l'illusion, ne m'avait jamais inclus au départ. J'avais défendu un royaume qui ne m'avait jamais considéré comme un roi. J'ai regardé à nouveau la lettre de Robert, puis le rapport ADN, puis la vieille lettre que Maël m'avait donnée. Chacun était une lame, tranchant la version de moi-même que j'avais travaillé si dur à maintenir. Il n'y avait plus de place pour le doute. La seule question maintenant était, qu'allais-je faire à cette fête devant la famille qui m'avait toujours traité comme un fantôme sur leur photographie? Resterais-je silencieux ou me ferais-je enfin voir? Sachant pertinemment qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Quel que soit le choix que je ferais, il définirait tout ce qui viendrait ensuite. Je suis rentré à la maison la veille de la fête. La cuisine ressemblait toujours à ce qu'elle était quand j'étais enfant. Les mêmes armoires en bois, les mêmes carreaux jaunes, mais la table de la salle à manger s'était allongée, était devenue plus froide. Nous étions assis à 5, séparés par 33 ans de silence tendu entre chaque chaise. Le dîner a commencé avec les formalités habituelles. Papa a interrogé Grégoire sur sa récente acquisition à Chicago, puis s'est tourné vers Maël et s'est enquis de sa collecte de fonds pour une œuvre de charité. Sa voix était chaude, familière, comme elle l'était toujours avec eux. Puis il s'est tourné vers moi. Le sourire n'atteignait pas ses yeux. Alors,
La Défense vend toujours des rêves habillés en chiffres. J'ai souri en retour, les lèvres pincées. C'était sa pique préférée. Depuis que je suis entré dans la finance, il appelait ça souffler des bulles pour les petits malins. Ça me piquait avant. Maintenant, ça ne faisait qu'écho. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Maman a parlé. Léo vient d'être nommé au conseil consultatif stratégique de BNP Paribas, a-t-elle dit, la voix ferme. Il est le plus jeune membre qu'ils aient jamais eu. La pièce est tombée dans le silence pendant un instant. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais sentir les yeux de papa, les sentir calculer, décider comment présenter cela. Il a posé ses couverts, a fait un bref signe de tête et a marmonné, il laisse entrer n'importe qui de nos jours s'ils essaient d'atteindre un quota de diversité. Et voilà, je me suis senti disparaître de la table. Après le dîner, je suis sorti dans le jardin. Le ciel était meurtri de nuages. Papa se tenait près de la vieille fontaine, un verre de vin à la main. Je me suis approché de lui, n'ayant plus besoin de faire semblant. Tu savais que je n'étais pas ton fils biologique, n'est-ce pas? Il n'a pas tressailli, n'a pas scié, a juste dit, je t'ai donné mon nom. C'est plus que ce que la plupart feraient. Puis il a ajouté, lentement et délibérément. Si tu prévois de gâcher la fête de demain, sache ceci. Tu ne perdras pas seulement ton père, tu perdras ton nom. Ma gorge me brûlait. Pourtant, je lui ai posé la seule question qui m'avait hanté toute ma vie. Alors, qu'essayais-tu de m'apprendre toutes ces années? Ses yeux se sont assombris. Qu'il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas changer, peu importe à quel point tu essaies. De retour à l'hôtel, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai rouvert l'email de Robert Fournier. Mes doigts planaient au-dessus des touches. Puis, lentement, j'ai tapé, je ne suis pas encore prêt à vous rencontrer. Mais merci. Au moins, vous ne m'avez jamais traité comme une erreur. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose en moi a changé. Un adieu silencieux, non pas à un homme, mais à un espoir auquel je m'étais accroché depuis bien trop longtemps. Le lendemain matin, je suis arrivé au domaine dans un costume noir sur mesure. Les invités inondaient le parc, les rires et le champagne remplissaient l'air. Je me tenais sur le bord, inaperçu. Quelques personnes ont jeté un coup d'œil dans ma direction. Des hochements de tête polis au mieux. La plupart supposaient que je faisais partie du personnel de l'événement. Le jardin était décoré en blanc et or. Des bannières étaient suspendues à travers la pergola, célébrant les 65 ans, honorant le fondateur. J'avais l'impression d'entrer dans un musée construit pour la mémoire de quelqu'un d'autre. J'ai vu papa répéter au podium, ajustant le micro. Un épais script de discours était posé à côté de lui. Grégoire et Maël se déplaçaient gracieusement à travers la foule, serrant des mains, souriant. Personne ne m'a mentionné. Personne n'a demandé où j'avais été. Derrière un rideau près de la scène, je me tenais seul avec 2 papiers dans ma poche, les résultats ADN et la lettre de Robert Fournier. Tous 2 lourds, tous 2 tranchants. Puis les applaudissements ont commencé. Papa est monté sur scène. Il a parlé d'héritage, de vision, de construire quelque chose qui lui survivrait. Et puis il a fait une pause, a souri et a dit, voici mon fils, Grégoire Dubois, l'homme qui portera le nom de notre famille. Grégoire s'est avancé. Ils se sont étreints. Les appareils photos ont crépité, les gens ont applaudi, et je suis resté là. Pas même une note de bas de page dans l'histoire. Ma main a saisi l'enveloppe dans ma poche. C'était mon moment. Je pouvais monter, prendre le micro, tout dire. La vérité enfin dite à voix haute. J'ai fait un pas en avant. Grégoire m'a regardé. Juste un regard. Pas de colère, pas de peur, juste un avertissement silencieux. Ne fais pas ça. Et dans ma tête, la voix de papa a de nouveau murmuré. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas changer. J'ai reculé. J'ai quitté la fête sans être remarqué. Personne n'a appelé après moi. À l'hôtel, j'ai décollé le badge nominatif de mon revers. Léo Dubois. Je l'ai jeté à la poubelle. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé un email à Maître Bernard. Je ne poursuivrai aucune succession. La chose que je voulais de cette famille n'était jamais à eux de donner. Je l'ai signé avec mon vrai nom pour la première fois, Léo Fournier. Une semaine s'était écoulée depuis la fête. J'étais de retour à Paris. Il n'y avait pas de rage, pas de larmes,
juste un silence creux qui me suivait partout. Les gens pensent que dire la vérité est censé être une libération. Mais parfois, tout ce que cela laisse derrière, ce sont des morceaux brisés que personne ne veut ramasser. Puis le téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle ne s'est pas excusée. Ne s'est pas défendue ni mon père. Elle a juste dit, « Léo, peux-tu venir à la maison ?» Pas pour parler à ton père, juste moi. J'ai accepté, mais je n'ai pas mis les pieds dans la maison principale. Nous nous sommes rencontrés à la vieille boulangerie de l'avenue d'Auteuil et de la rue de la Pompe, où elle m'emmenait après chaque examen scolaire. Elle avait l'air plus âgée, non pas à cause des rides, mais dans sa façon de porter le silence. Elle m'a dit que le jour où elle a découvert qu'elle était enceinte de moi, elle est restée près du lac pendant près de 2 heures. Non pas parce qu'elle voulait sauter, mais parce qu'elle ne savait pas si je méritais de naître dans ce monde. Et pour la première fois de ma vie, elle a pleuré. Pas en tant que ma mère, pas en tant que la femme de quelqu'un, mais en tant que femme qui a un jour fait un choix qui lui a tout coûté. Cette nuit-là, je suis retourné à mon appartement. Une lettre de Robert Fournier m'attendait, manuscrite. Pas de langage fleuri, pas d'exigence, juste une ligne qui m'a marqué. Léo, tu n'as pas à pardonner à qui que ce soit, mais ne les laisse pas t'apprendre à porter la douleur. J'ai plié la lettre et je suis resté assis en silence. Je ne savais pas si je me sentais plus léger ou simplement défait. Il n'essayait pas de me sauver. Il me donnait la permission d'arrêter de prétendre que je ne saignais pas. Quelques jours plus tard, j'ai visité la tombe de mon grand-père. Je ne m'attendais à voir personne là-bas, mais Grégoire et Maëlle se tenaient près de la pierre tombale. Maëlle avait l'air mal à l'aise. Elle s'est approchée de moi, les yeux baissés. Je suis désolé d'avoir gardé cette lettre. J'avais peur. Je pensais que si tu savais, tu partirais pour de bon. Grégoire n'a rien dit. Il a simplement mis la main dans la poche de son manteau et m'a tendu une clé. Pas de mots, juste le poids de celle-ci dans ma main. C'était pour l'un des entrepôts privés de notre père. À l'intérieur, j'ai trouvé des boîtes de vieux dossiers, principalement des affaires, mais dans le coin, une enveloppe marquée personnel. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, toutes adressées à moi, aucune jamais envoyée. Une à moitié terminée disait, « Si je meurs avant de pouvoir réparer ce que j'ai fait, j'espère que Léo comprendra. » J'étais plus un lâche qu'un mauvais père. Je suis resté assis sur le sol pendant des heures, l'enveloppe sur mes genoux. Aucune excuse ne pouvait changer ce qui avait été perdu. Mais la lâcheté, à sa manière, est un aveu. Cela signifie qu'il savait. Il n'était juste pas assez courageux pour y faire face. C'était un matin frais quand j'ai décidé de prendre la route pour la Normandie. Les feuilles commençaient à tourner et le ciel avait cette étendue bleu pâle qui rendait tout plus calme. Je ne cherchais pas un père. Je voulais juste savoir que je n'avais pas commencé ma vie comme le déni de quelqu'un. Dans la poche de mon manteau se trouvait une lettre que j'avais autrefois écrite à Vincent. Jamais envoyée. Elle contenait une ligne. Tu avais le choix. Tu ne m'as pas choisi. À mi-chemin de Rouen, je me suis arrêté sur une aire de repos, j'ai brûlé la lettre sous un érable et je l'ai regardée se recroqueviller en rien. Je n'avais plus besoin qu'il me choisisse. Je m'étais déjà choisi. Avant d'arriver, j'ai fait un détour par mon ancien lycée. L'endroit sentait encore les vieux manuels et le linoléum poli. Madame Leclerc, ma professeure de littérature, se dirigeait vers la porte d'entrée quand elle m'a vu. Elle a souri. Vous m'avez toujours plus rappelé votre mère que quiconque. C'était une chose si simple à dire, mais ça m'a touché quelque part au fond. Toute ma vie, j'ai pensé que je n'avais pas ma place. Peut-être que j'étais juste planté dans la mauvaise terre. Finalement, je me suis garé devant une petite maison en bois nichée derrière des rangées d'érables rouges. Je n'ai pas frappé tout de suite, je suis juste resté là à respirer. Puis la porte s'est ouverte. Robert Fournier ressemblait exactement à ce que j'imaginais, les cheveux gris, gentil et calme. « Vous voulez un café ?» a-t-il demandé. Je le fais fort. Pas d'accolade, pas d'explication gênante, pas de discussion sur l'ADN. Nous nous sommes assis près de la fenêtre. 2 étrangers, 2 hommes, regardant le monde passer à travers une vitre embuée de vapeur. Personne n'a essayé de réparer quoi que ce soit. Quelques jours plus tard, j'étais de retour à Paris. Sur mon bureau se trouvait une photo rendue numériquement. Un garçon, moi, assis sur les genoux de ma mère en train de rire. Un moment que je n'ai jamais eu, maintenant imaginé.
J'ai ouvert mon enregistreur de podcast personnel et j'ai appuyé sur enregistrer. Si vous vous êtes déjà demandé si vous étiez digne d'amour, laissez-moi vous dire ceci. Vous n'avez besoin de la permission de personne. Vous n'avez pas besoin d'une lignée. Vous n'avez même pas besoin d'un nom. Vous avez juste besoin de croire que vous avez de l'importance et d'écrire ensuite votre propre histoire. J'ai fait une pause. Puis j'ai terminé l'enregistrement. Plus Léo Dubois. Juste Léo.